Alors, d'abord, je voudrais remercier le président de l'association, Pierre-Marie Seine, pour son invitation. Soyez les bienvenus pour cette conférence sur Henri Pascal de Rochegude, qui est un homme de passion et de conviction. C'est ce que je vais essayer de montrer, et c'est le titre de cette conférence. Rochegude, tel que vous le connaissez déjà, je pense, est un albigeois qui est contemporain de la Pérouse, mais il est moins connu que son illustre condisciple. C'est pourtant un homme qui a un intérêt extraordinaire, notamment lorsqu'on l'étudie, parce que c'est un personnage aux multiples facettes qui a su, au cours de sa longue existence, dont plus de 92 ans, démontrer de fortes convictions et une fidélité sans faille à la cité épiscopale. À travers son parcours se dessine l'esprit du siècle des Lumières, la curiosité de tout et l'ouverture au monde. Au cours de cette conférence, nous allons insister sur plusieurs points. Nous allons insister sur ses engagements, sur ses passions et sur le renom qu'il a laissé à ses contemporains. Donc vous avez sur l'écran un tableau qui se trouve dans la salle d'honneur de l'hôpital. L'auteur, c'est un mec qui s'appelle Esco, et j'ai essayé de le détourer pour vous le montrer, puisque nous n'avons pas de représentation si ce n'est un buste et ce tableau qui se trouve dans une salle d'honneur, donc à l'hôpital. Rochegude est issu d'une famille de la noblesse, et il vaut mieux dire d'une noble lignée. Pourquoi ? Parce que sa famille est noble depuis le Moyen-Âge, et ils ne se sont pas anoblis en achetant une charge anoblissante. Donc ils sont nobles de race, nobles régulièrement depuis des générations. Et sa famille est originaire de Saint-Juéry, entre Saint-Cernin-sur-Anse et Saint-Afrique. Donc vous avez sur l'écran le petit village de Saint-Juéry, et vous avez là une petite carte qui montre la limite de la commune. Bon, elle n'a pas tellement d'intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est que son grand-père, qui vient de Béziers, se fixe à Albi, et on sait qu'il a été 3 fois consul, notamment en 1675, en 1682 et en 1689. Ses parents, son père s'appelle François Pascal de Rochegude. Alors on peut écrire Pascal avec un CH ou bien avec un C tout court. Et sa mère s'appelle Marie-Rose de Combette de Caumont, dont elle est originaire donc de Gaillac. Ils vont avoir 3 enfants. Alors, l'aîné mourra à l'âge de 13 ans, donc c'était un garçon, et ensuite c'est Henri qui naît, et on va en parler donc rapidement, et ensuite il aura une sœur, et sa sœur Marie, elle mourra en 1834, donc elle était un peu plus jeune. Alors, ils vont avoir... lui va naître, en 1741, exactement le 18 décembre, dans la demeure familiale qui est située normalement près de la porte de Verdus. Alors, on ne sait pas exactement où, mais, bon, la rue de Verdus, vous la connaissez, le rempart passait juste devant la place, et c'est dans une maison qu'il est né en 1741, et il a été baptisé dans l'église paroissiale de Saint-Salvi, exactement le 20 décembre 1741. Et à partir de... Alors nous avons son acte de naissance. Bon, le but, c'est pas de le détailler, mais on ne cite pas l'adresse. On dit simplement, on est venu déclarer, et il y a 2 témoins qui certifient. Henri passe sa jeunesse et son enfance à Albi. Et il va fréquenter le collège des Jésuites,
qu'il a depuis 1623, et il va le fréquenter avec La Pérouse, puisqu'ils sont nés la même année, ils ont fréquenté ce collège en même temps. Et ils vont avoir aussi comme condisciple un autre marin qui s'illustrera, c'est Mengo de la Hague. Il va y avoir un personnage encore plus important, c'est Antoine Portal, qui lui est de Gaillac, et Antoine Portal, il est connu parce qu'il est fondateur de l'Académie royale de médecine. Donc vous voyez que dans l'albigeois et le gaillacois, il y avait des personnages qui étaient quand même importants. Alors, au collège des Jésuites, il va bénéficier d'une formation de haut niveau, très solide, puisque cet enseignement est axé sur la philosophie, les mathématiques, la physique, le latin et les langues anciennes. Donc pendant 5 ans, il va acquérir des bases solides et elles seront le socle de ses capacités intellectuelles. Durant sa jeunesse albigeoise, et il sera aussi avec sa famille dans une métairie, alors, qui est en même temps, il y a plusieurs bâtiments, mais il y a aussi une maison de maître, une métairie qui se trouve à sur la commune de Villeneuve-sur-Ver et qui s'appelle la Cordonnariée. Il faut savoir que cette métairie a été apportée à la famille par la mère de Rochegude. C'est pour cette raison donc qu'il fréquente régulièrement, bon c'est pas très loin d'Albi. Pour vous donner une idée, vous voyez où se trouve le Templier, où on fait le loto là, en semaine et heure. Ben, c'est juste à côté, il faut prendre presque la même route. Hein, mais c'est un détail. Bon, j'aurais pu y aller, hein, mais le problème c'est qu'il y a plusieurs bâtiments. Quel est le bon? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le plus vieux? Mais en général, ils sont restaurés. Donc, on ne peut pas... j'y suis pas allé, donc. Alors, c'est un adolescent qui a un esprit curieux, qui a une envie de découverte. Il ne faut pas oublier que le XVIIIe, c'est le siècle des Lumières, mais c'est aussi le siècle où il y a de grands voyages, de grands voyageurs, de grands marins qui explorent les océans. Et au cours de sa carrière, puisque vous l'avez compris et vous le savez déjà, il a commencé par la marine, et c'est là qu'il va s'engager. Alors, à Rochefort, il choisit une carrière de marin dans la Royale. Et dès l'âge de 16 ans, il rentre dans l'école des gardes de la marine de Rochefort. Alors que La Pérouse, tout le monde le sait, depuis qu'il y a des conférences, lui, il est rentré à l'école de la marine à Brest. Il y en avait une autre à Toulon. Hein. Donc lui, il choisit Rochefort. On ne sait pas pourquoi. Et il y rentre le 20 mai 1757, donc à l'âge de 16 ans. Alors, on est obligé de parler de sa carrière de marin. Et là, bon, il ne vous a pas échappé que je suis obligé de parler des navires, je suis obligé de parler des batailles et des océans qu'il a fréquentés. Et ça, j'y peux rien. Donc, j'ai fait court, vous l'avez compris. Mais je vais vous donner des noms de navires, parce qu'il a été sur ces navires, il a servi sur ces navires, je ne peux pas faire autrement. Et vous retenez quand même qu'il a parcouru les océans du monde. Et c'est intéressant. Donc, vous voyez le lien qu'il y a aussi avec La Pérouse. Alors, il participe tout d'abord à la guerre de 7 ans. Non, là vous avez le certificat de garde de la marine, hein, parce qu'il en a eu besoin, il a eu ce certificat qui a été fait par l'administration à Rochefort. Il participe à la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, c'est une guerre, alors surtout contre l'Angleterre, qui met en place toute une série de coalitions avec des pays notamment européens, je pense notamment à l'Autriche, la Hollande, etc. Hein. Et entre l'Angleterre et la France, c'est une rivalité avant tout maritime, pour le contrôle des océans, mais c'est aussi une rivalité économique à ce moment-là. Et cette guerre va durer plusieurs années, elle va durer de 1756 à 1763, et là, notre marin albigeois va servir, alors il va servir d'abord sur le Dragon, 64 canons, et on le retrouve au Canada. Ceux qui connaissent un peu La Pérouse, vous voyez le lien. Ils n'étaient pas ensemble, hein, vous l'avez bien vu. En 1759, il va servir sur le navire L'Orient. Et là, il va participer sur ce navire à ce qu'on appelle la bataille des Cardinaux, contre les Anglais. 2 ans après,
1761-1762, sur le Solitaire, il est en conflit avec les Anglais face au port de Rochefort. Donc les Anglais veulent contrôler à tout prix la Manche et l'océan Atlantique, vous l'avez compris. Et à l'âge de 26 ans, en août 1767, il devient enseigne de vaisseau. Donc c'est le premier grade en tant qu'officier. Il part faire campagne dans l'océan Indien. Et là, il va y avoir 2 séjours. Bon, le premier séjour, il va servir sur la Garonne, puis sur l'Oiseau. Alors vous avez, lors du premier séjour, sa nomination sur le navire La Garonne, en document. Et là, c'est intéressant parce que il va, au cours de cette campagne, rendre compte de la situation dans le nord de l'Inde. C'est le moment... Alors, je dois le dire maintenant quand même. Hein. Cette guerre de 7 ans se termine par l'échec de la France. Et la France est obligée de céder à l'Angleterre, le Canada et ses provinces de l'Inde. Et elle gardera 5 comptoirs. Donc lui, il part à ce moment-là, après la défaite française, il navigue le long des côtes est de l'Inde et il va dans cette région du Bengale séjourner dans 2 comptoirs. Alors vous les avez, il va séjourner à Pondichéry ici, Pondichéry et Chandernagore. Donc vous voyez les comptoirs que garde la France, il y en a 5, vous les connaissez, on ne va pas les relire. Et pendant son séjour, sur la côte de Coromandel, donc le long de cette côte est de l'Inde, il va séjourner dans les comptoirs, mais aussi fréquenter la population locale, et même il aura des relations avec des Anglais. Alors il parle très bien l'anglais, et il va suivre la mission que lui a commandée le duc de Praslin, qui est le ministre de la Marine. Et le duc de Praslin l'envoie en mission pour étudier la situation dans différents domaines. Et on a les 4 rapports qui ont été envoyés au ministère de la Marine suite au séjour qu'il a fait lors de son premier séjour le long de cette côte. Alors, ces 4 rapports, vous les avez marqués. Sommaire de mon voyage au Bengale, détails sur Pondichéry, position respective des nations européennes, les Anglais, les Hollandais, les Portugais et les Français. Et ensuite, il fait un rapport sur le commerce au-delà du cap de Bonne-Espérance. Donc vous voyez que si le ministre de la Marine le choisit parce qu'il parle couramment anglais, que c'est un personnage cultivé et très ouvert, et qui a un réseau quand même important, et qui l'entretient, ce réseau, c'est pas pour rien. Il n'y est pas allé simplement pour écouter les mouettes chanter. Il est allé pour étudier la situation, et le ministre le remercie vivement. Et il trouve que les rapports sont bien rédigés, très clairs, très documentés, dignes d'un intellectuel cultivé et sensible aux divisions sociales, parce qu'il étudie à la fois les relations entre la colonie anglaise des Indes et les autres principautés qui sont rivales avec les Anglais. Et il se rend compte aussi de la situation sociale de l'Inde où il y a ces castes, bien entendu. Et il sert donc les intérêts de la France. Donc il a une mission importante et il pense que peut-être ça lui servira. Alors le ministre dit qu'il en parlera au roi. Tellement le ministre est impressionné par la qualité de ses rapports qui ouvrent de nouvelles perspectives pour la France qui vient d'être vaincue aux Indes, ça peut quand même être intéressant et peut-être peut-il lui obtenir de l'avancement. Rien ne se produit. C'est important, hein? Rien ne se produit. Il n'est pas encouragé, il n'a pas de pension supplémentaire, il n'a pas d'avancement. Alors, il va participer à un 2e voyage d'exploration dans l'océan Indien et il sera conduit par le capitaine de vaisseau de Kerguelen.
et ils vont découvrir, alors pas que tous les deux bien entendu, mais ils vont découvrir ces terres australes qui sont très loin bien sûr de la France et que la France conserve aujourd'hui. Hein. Terre australe, Antarctique française, les TAF aujourd'hui, dont l'île de Kerguelen. Et Kerguelen qui les découvre, au nom du roi de France, lui donne son nom. Il va participer aussi à la guerre d'indépendance des États-Unis de 1875 à 1883. Et là, en février 1778, il devient lieutenant de vaisseau, dont il monte d'un grade. Il embarque sur la frégate La Résolue, 32 canons, qui est dans l'escadre du lieutenant général des armées navales d'Orvilliers. Il combat les Anglais au large d'Ouessant. Puis sur la frégate La Junon, 32 canons. Et il va participer à la prise d'un navire de fort tonnage anglais qui est l'Ardent. L'Ardent, c'est 64 canons. Et c'est en 1759, dans un combat en Manche, qu'il obtient ce succès avec son navire qui participe. Alors ne me demandez pas sur le tableau où les deux petits sont des navires français. Le gros, c'est l'Ardent, 64 canons. En juin 1780, il sert sur le Royal Louis, un gros vaisseau de 110 canons. Et là, il est dans l'escadre de De Guichen et il combat les Anglais au large de Cadix. 2 ans après, le 20 octobre 1782, il prend part au combat toujours contre les Anglais dans le détroit de Gibraltar. Donc vous allez me dire, Cadix, détroit de Gibraltar, c'est toujours la même zone. Hein. Ensuite, pour aider les insurgents, dont les futurs Américains, il guerroie aux Antilles contre la flotte anglaise. Et là, la flotte anglaise est commandée par de Rodney. On peut signaler quand même, alors je vous l'ai marqué, hein, la paix signée avec l'Angleterre en 1783. Mais il va obtenir une récompense intéressante qui est la croix de Saint-Louis. Donc les marins de renom, le roi les récompense de cette façon. Ensuite, on le trouve basé à Saint-Domingue, de 1785 à 1782. Et là, alors, Saint-Domingue, c'est la partie ouest de l'île de Haïti. Et c'est là qu'il va devenir capitaine de vaisseau. Alors, c'est vraiment un grade intéressant. Il le devient le 17 mai 1786, mais il a 45 ans. Et on lui donne le commandement d'une corvette, 20 canons. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de 60 canons, etc. Là, c'est un petit navire de rien du tout, et il va être basé à Saint-Domingue. Alors par contre, sa mission à Saint-Domingue est quand même intéressante. Pourquoi ? Parce que, au lieu de naviguer régulièrement autour de Saint-Domingue, il va passer plus de temps à terre que sur son navire. Et il va confier son navire à son second, et lui par contre, il fréquente les colons. Il se rend compte de la situation sociale, à savoir les colons, les pauvres blancs, les esclaves, etc. Et il va remplir une mission, selon les instructions données, encore une fois, par le ministre de la Marine, qui le félicite pour les rapports qu'il envoie. Alors, Rochegude lui écrit, bon, ça, c'est pas au tableau, hein. Si je suis susceptible de quelque grâce, je vous prie de me faire obtenir une pension qui me mette à même de soutenir mon État avec honneur. L'air pur et natal d'Albi, où l'on me permet d'aller, l'aura bientôt rétabli. Bon, il faut dire qu'à ce moment-là, il est malade. Il a quelques fièvres et il est malade. Il demande, il n'obtient rien. Ni pension, ni avancement. Et vous l'avez compris, Rochegude est un peu déçu
il est un peu déçu de sa carrière dans la Royale. Il est devenu capitaine de vaisseau, je vous l'ai dit, à 45 ans. La Pérouse a obtenu le même grade 7 ans avant lui. Donc c'est pour dire, alors est-ce qu'il aurait fait quelque chose au cours de sa carrière qui fasse que l'amirauté le brime? Peut-être. Son avancement n'a pas été rapide, il est complètement désabusé. D'autant plus qu'à ce moment-là, puisqu'il est devenu en 1786 capitaine de vaisseau, la Pérouse est déjà partie depuis le 1er août 1785, puisque le roi lui a confié une mission d'exploration autour du monde, dont lui obtient le commandement d'une corvette, et la Pérouse s'en va avec 2 navires, une mission qui doit durer peut-être plusieurs années. Alors, par contre, s'il est déçu par sa carrière et son avancement, il a beaucoup découvert. Il a profité de ses voyages et de ses escales. Il a pris des notes sur les ports, sur les régions abordées. Il a fréquenté les élites locales. Lors de ses escales notamment, il a entretenu des relations avec le monde culturel. Il a acheté des livres. Il est curieux de tout. C'est un esprit éclairé, un homme du siècle des Lumières. Et en 1783, quand même, il a été nommé membre de l'Académie royale de la marine. Mais ça ne remplace pas un avance de carrière important. Il a établi des rapports, j'ai insisté. Il a fait des propositions dans le domaine de la marine. Par exemple, c'est peu connu, mais il a proposé d'installer des paratonnerres sur les navires pour les protéger de la foudre. À la fin de l'année 1787, il quitte la marine et il rentre à Albi. Donc pour lui, c'est fini. Et lorsqu'il rentre à Albi, dès qu'il rentre à Albi, il achète l'hôtel qui portera son nom le 17 octobre 1787. Donc, hôtel qui appartenait à M. Renaudin. Bon, le but, ce n'est pas de parler de ses possessions, vous l'avez compris, hein, mais ce que ça nous montre, c'est que, fatigué de cette carrière militaire, bon, il n'a pas été blessé, hein, mais il a attrapé des fièvres, il est un peu malade, il n'a pas eu d'avancement, il n'a pas eu de pension, il a eu quelques décorations, mais il est un peu déçu. Il a profité de sa vie de marin, mais pas tel qu'il le souhaitait. Parce qu'il faut le comprendre, c'est un homme d'action aussi, hein, mais c'est un intellectuel aussi, et c'est important. Et là, il décide de réorienter complètement sa vie. Donc, il fait des choix, et il choisit de faire une carrière politique et de se consacrer à ses concitoyens. Alors, il a 48 ans et il est conscient de la crise de la monarchie qui connaît une crise financière. Donc, le Royaume de France a aidé les insurgents en envoi de troupes, etc., en donnant de l'argent, mais les finances sont dans un état déplorable. Et c'est même dramatique. Donc, Rochegude, lui, était pris de justice et il faut savoir, vous l'avez compris, que c'est un noble libéral qui garde toute sa confiance au roi, il ne l'a jamais critiqué, et il l'a servi fidèlement au cours de sa carrière dans la royale. Il souhaite des réformes pour le bien de sa patrie, et l'annonce de la convocation des États généraux le pousse à s'investir. Alors, vous savez que le roi décide la convocation des États généraux du royaume. À savoir qu'on allait envoyer des représentants de chaque circonscription administrative, dont c'est les chaussées, à Paris, pour discuter des problèmes et pour rédiger un rapport. Mais auparavant, les habitants étaient consultés pour remplir des cahiers de doléances. Bon, le but, c'est pas là. Je suis obligé quand même de le dire. Hein. Et le 11 février 1789, Rochegude est présent dans la salle des États albigeois, salle de la mairie, puisque la mairie est achetée depuis 1700, je ne sais plus si c'est 25. Hein. Donc c'est
au premier étage, dans la salle des États albigeois, vont se réunir les représentants des 3 ordres de la société. Les représentants des 3 ordres, hein, au niveau de la sénéchaussée de Carcassonne. Alors, c'était la salle des États diocésains. Il faut le savoir aussi, hein, parce que quand ça a été vendu, eh ben, l'ancien propriétaire a dit « Je veux qu'il y ait là une salle pour la réunion des États du diocèse ». C'est pour cette raison qu'au niveau du plafond, vous avez les armoiries de toutes les communes du diocèse d'Albi. Alors, il va y avoir 3 représentants qui vont s'exprimer lors de cette réunion du 11 février. Vous avez tout d'abord le représentant du clergé, c'est l'abbé Fricou. Et lui, il est curé de Saint-Étienne. À lui, hein, ne cherchez pas l'église, hein, elle n'y est plus. Elle était exactement à l'endroit où passe la rue Émile-Grand, et au-dessous de la rue, vous avez la rue de la Grande-Côte. Donc, Saint-Étienne se trouvait là. Bon, comme on a percé la rue Émile-Grand, ben on a détruit l'église, elles étaient en mauvais état. Hein. Donc, lui était curé de Saint-Étienne. Parlant au nom du tiers-état, ben, c'est un avocat, maître Pezous, qui va parler, et au nom de la noblesse, c'est Rochegude qui va parler. Et là, c'est intéressant parce que Rochegude va se faire remarquer, il va se faire remarquer par un discours qui est enthousiaste et enflammé. Il va déclarer ceci: dans cette conjoncture importante, le silence devient un crime, la tiédeur une lâcheté. Donc déjà, il est bien conscient de la situation qui est intenable. On n'a plus d'argent, il y a une crise de soudure, les prix sont très élevés, il y a des gens qui meurent de faim, le roi distribue à Paris de la farine, etc. Les gens sont dans un état épouvantable. Et là, dans son discours, il critique les États du Languedoc. Ah, la sénéchaussée de Carcassonne dépend, et Albi dépendent de la province du Languedoc. Alors, je précise rapidement, hein, il y a des provinces d'élection et des provinces d'État. Le Languedoc, c'est une province d'État, à savoir que c'est les représentants des 3 ordres de la société qui envoient des gens pour siéger à l'Assemblée. Et c'est l'Assemblée qui décide des impôts. Dans les provinces d'élection, c'est le représentant du roi qui fixe les impôts. Vous voyez la différence, hein? Donc, la Bretagne, le Languedoc sont des provinces d'État. Et au cours de son discours, Rochegude critique les États du Languedoc. Il critique l'absence de consultation du tiers-État, et notamment les dépenses somptuaires qui sont faites. Il a un profond respect du roi et il le dit. Il se dit, et vous l'avez à l'écran, plein de confiance à sa bonté, plein de zèle pour son service et de respect pour sa personne sacrée. Nous pouvons faire entendre nos réclamations, bien sûr qu'il les accueillera, et que son amour pour des sujets fidèles changera des jours ténébreux en une suite de jours sereins. Et au moment de la grande peur, c'est lui, alors qu'en tant qu'ancien militaire et gradé quand même, c'est lui qui va diriger la milice de la ville. Bon, si je fais un sondage, quels sont ceux qui savent ce qui se passe au moment de la grande peur? Ben, en grande peur, c'est simple. On fait courir des bruits, que les paysans se révoltent, brûlent les châteaux, sont organisés en bandes, assassinent, etc. Et lui, il est chef de la milice chargé de protéger la cité d'Albi. Donc voilà, on reconnaît qu'il est véritablement un homme important, de commandement, et on lui confie la direction de cette milice. Rochegude va devenir député à l'Assemblée nationale. Sur l'écran, si vous suivez la flèche rouge, vous vous apercevez qu'il est élu député suppléant de la noblesse, d'accord?
députés suppléants. Les 3 sénéchaussées, Castres, Carcassonne et Toulouse, vont envoyer 28 députés à l'Assemblée des États généraux. Et 10 seront Tarnais. Et lui, qui était suppléant, va devenir député tout court. Pourquoi ? Parce qu'il y a un député de la noblesse qui démissionne pour cause de maladie. C'est le marquis Dupac de Badens. Bon, Badens, ça se trouve à côté de Carcassonne. Hein. Et lui devient titulaire. Il est donc député aux États généraux. Et il va siéger, parce que, alors là aussi, il faut quand même des notions. Hein. Au départ, c'est les États généraux. Les représentants des 3 ordres vont dire, c'est simple, nous, on est Assemblée nationale et on veut donner à la France une constitution. Ils vont devenir Assemblée nationale constituante. Après, ils vont devenir convention. Donc, il y a toute une typologie qui change. Et lui, Rochegude, il va être régulièrement élu. Alors, on ne peut pas brûler les étapes. Hein. Il va siéger à l'Assemblée nationale constituante, puisque la France n'a pas de constitution, compte tenu qu'elle avait un roi. Et de 1790 à 1791, il va déclarer, lorsqu'il devient député, « Je déclare que je soutiendrai et ferai valoir de mon mieux les droits incontestables de la ville et que dans tous les temps et dans tous les lieux, j'emploierai mes moyens pour le bonheur de mes concitoyens ainsi que pour mériter leur estime et leur amitié. » Donc, on voit dans ce discours-là que c'est un homme de principe. Durant son mandat, il va devenir commissaire adjoint au comité de la marine. Bon, c'est normal, il a des capacités. Et il le devient dès le début, le 14 juin 1790. Et il va faire adopter une mesure, alors qui n'est pas une mesure essentielle, mais c'est quand même intéressant. Le 20 avril 1791, il fait voter et adopter l'obligation pour les enseignes de vaisseaux de passer sur les bâtiments de guerre de l'État, donc, dès 6 années de leur temps, 1 année sur les 6 ans de formation que dure leur formation sur des bateaux de guerre de l'État. Ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, on ne contrôlait pas tout ça. Mais pour lui, il estime qu'au moins sur les 6 ans, ils doivent servir pendant 1 an sur un vaisseau de guerre. À la fin de son mandat de député, à l'Assemblée nationale constituante, on est en octobre 1791, il ne rentre pas à Albi. Il reste dans sa résidence, et vous avez la rue aujourd'hui, hein, c'est pas la rue de la fin du 18e, et sa résidence se trouve dans l'hôtel de Saxe, rue du Vieux Colombier, à Paris. À ce moment-là, il apprend que le maire d'Albi, l'ancien maire d'Albi qui s'appelle Espérou, est élu à l'Assemblée nationale législative. On a une constitution, il faut faire des lois maintenant. Et comme le poste de maire est vacant, et que c'est pas par élection, mais c'est par choix, eh bien les Albigeois sont d'accord pour que lui devienne maire d'Albi à la place d'Espérou, qui lui va devenir député. Et là, Rochegude, qui ne recherche pas les honneurs, refuse, dans une lettre qu'il écrit le 31 octobre 1791, il dit « Le grand nombre de mes camarades qui viennent d'abandonner ses devoirs et mon patriotisme s'augmente de tout ce qui manque aux autres, dont je n'accepte pas, et il reste à Paris, mais il va être élu à nouveau à la Convention nationale qui va siéger de septembre 1792 au 26 octobre 1795. Alors là, il y a une constitution. Auparavant, il y avait une monarchie constitutionnelle. Là, on n'a plus de monarchie. On est en République en septembre 1792. Et il y a de nouvelles élections. Et comme on est en République, eh bien, Rochegude, comme tous les anciens nobles qui siègent là, ben,
il refuse, il renonce à la croix de Saint-Louis et à son titre de marquis. Il devient le sieur Rochegude. Et à la Convention, il va siéger parmi les modérés. C'est ce qu'on appelle à ce moment-là la plaine. Donc c'est le moment où on divise l'Assemblée en 3 groupes. La droite, la gauche et le centre. Et en général, le centre, ce sont les modérés. Et lui, il siège là, et vous allez aussi comprendre pourquoi, parce que dès que l'Assemblée est élue, il faut se préoccuper d'un problème, et le problème, c'est le roi, qui, lui, dans la mesure, avait fui le royaume et avait été rattrapé et ramené à Paris, il fallait qu'on s'occupe de son cas. Et Rochegude, lui, va participer en tant que député au procès du roi. Alors, vous l'avez compris, hein, il n'a jamais critiqué le roi. Et il ne votera pas la mort. Il va voter simplement la détention et le bannissement à la paix. Alors, il faut bien comprendre que, à partir du moment où vous avez un État européen qui devient une république, qui a banni la monarchie, les autres pays monarchiques autour commencent à trembler. Ils se disent, ce ferment révolutionnaire risque de nous toucher. Les députés français, eux, ils ne veulent plus entendre parler du roi. On vote, et vous l'avez compris, c'est l'exécution du roi qui est choisie. Et là, il est complètement ébranlé par cette exécution du roi le 21 janvier 1795. 13, il est outré. À partir de là, il participe aux séances de la Convention, il est au service de la patrie, mais il sait que maintenant, il est dans un régime républicain. Et ce régime républicain, comme je viens de l'expliquer, il est menacé de toutes parts. Et on peut même dire que la patrie est en danger. Pourquoi ? Parce que l'Angleterre, l'ennemi irréductible, est là, ne fait qu'organiser des coalitions où elle récupère des alliés en la personne, je l'ai dit, des Hollandais, des Autrichiens, etc., qui veulent mettre notre régime à mal. Et pendant cette période, il est député et il se voit confier une mission importante avec 2 autres commissaires. Il est chargé d'inspecter les ports, les côtes françaises, de l'Orient jusqu'à Dunkerque. Et cela du mois de janvier au mois de mai 1793. Donc il a une mission en rapport avec le gouvernement qui est en place et il doit mener cette mission en faisant des propositions. Alors, vous avez compris que si on lui donne cette mission, c'est qu'il y a un but. Le but, c'était de préparer la défense des côtes françaises. Parce que la marine anglaise est bien supérieure, et elle l'a montré, qu'il fallait mettre aussi la marine en état de résistance, c'est-à-dire aussi construire de nouveaux navires, protéger donc les ports, enrôler des marins et remplacer les officiers déserteurs. Parce que la plupart des officiers qu'il y avait à ce moment-là étaient des royalistes. Beaucoup étaient partis, certains étaient restés, mais on n'avait pas confiance. Donc il fallait recruter à nouveau et choisir. Et vous l'avez compris, c'est le moment aussi où on peut faire carrière rapidement. En quelques années, on peut passer simplement de simple soldat à capitaine, avec toutes les batailles qu'il aura. On peut montrer l'exemple, être reconnu, et être décoré rapidement. Donc, il envoie avec ses 2 camarades 2 rapports à la Convention, et vraiment, la situation est grave, puisque la Convention, elle est attaquée de toutes parts, mais elle ne tremble pas, puisque la Convention, dès le 1er février 1793, elle déclare la guerre à l'Angleterre, à la Hollande, et le 7 mars à l'Espagne. On a toute l'Europe sur le dos. La situation est dramatique, elle l'est déjà, d'après ce que je viens de dire. Mais il y a une insurrection royaliste en Vendée, et en plus, vous le comprenez, on a besoin d'hommes. Et on fait appel à la province. On doit mobiliser
300 000 hommes de plus. Et dans ce contexte-là, vous l'avez compris, c'est la terreur qui est mise en place. C'est le moment où Rochegude, en 1793, va être nommé au grade de contre-amiral. Donc, en temps de guerre, lorsque c'est dramatique, on a des chances de monter les échelons. Mais lui, il est à terre, hein, il n'est plus sur un navire. Que fait Rochegude après sa mission d'inspection des ports? Alors, il est très effrayé par la terreur. Il se consacre à sa bibliothèque. Il copie même des manuscrits à la Bibliothèque nationale. Aussi, à la fin de la terreur, il est choisi sous le directoire pour siéger au Conseil des 500 et il va représenter le département de la Somme. Je développe un peu plus. Il va siéger au Conseil des 500, dont en gros ce qu'on appelle la Chambre des députés aujourd'hui. Le Sénat, c'est le Conseil des anciens à ce moment-là. Et il va siéger de 1795 à 1788 dans le groupe de droite. Il se voit à nouveau confier une mission en fonction de ses compétences et il va être nommé conseiller d'État, commissaire inspecteur des ports et des arsenaux de la marine en mai 1798. Et il va cesser toute activité politique en septembre 1800, puisque le 10 novembre 1799, c'est le coup d'État du 18 Brumaire, en 8, organisé par Bonaparte. Et là, il va être admis à la retraite. Il n'accepte pas ce coup d'État, mais Bonaparte ne tient pas à le garder dans les effectifs et il va partir. Alors voilà le certificat d'admission à la retraite qui est du 19 janvier 1801. Donc Bonaparte annonce qu'il ne sera pas gardé dans les effectifs de la marine et qu'il obtient sa retraite. Alors il est intéressant à ce moment-là de réfléchir un peu. Que peut-on retenir de la vie de Rochegude pendant cette période révolutionnaire? Il est resté un marin fidèle à sa patrie. Quelles que soient les circonstances, on l'a montré. C'est le sens du devoir et du service qui ont guidé son action pendant cette période agitée. Il a toujours mis en avant les principes de liberté et d'égalité. C'est un révolutionnaire modéré, il a été avant tout un serviteur de l'État, reconnu pour ses compétences au service de la marine. Son devoir de soldat et le travail intellectuel ont été un refuge. Il a été aussi souvent sollicité par les albigeois, attentifs à leurs demandes. Il a essayé de les satisfaire du mieux possible. Alors là, on pourrait développer. Beaucoup d'albigeois l'ont contacté pour avoir des services, pour placer leurs enfants, pour des conseils, etc. Bon, ce n'est pas le but de cette conférence. Nous arrivons à la dernière partie. Les 30 dernières années de sa vie. Alors, il rentre définitivement à Albi en 1802 et il se retire dans son hôtel particulier. Et il va se consacrer à une autre passion. Sa passion, elle est simple, on l'a déjà un peu montré. C'est un bibliophile averti, il a la passion des livres. C'est un intellectuel, on l'a montré, qui s'est constitué une bibliothèque au cours de sa vie, alors près de 20 000 volumes, et il n'a cessé de l'enrichir. Alors d'après une étude récente, dans un article paru dans la Revue du Tarn, numéro 270,
on apprend que les traces les plus précoces d'acquisition d'ouvrages datent des années 1770 et que ces achats perdurent jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a pas cessé d'acheter des livres. Et cette collection, il n'a cessé de l'enrichir. Alors, je l'ai dit, lors de ses escales, lors de ses voyages, à Paris notamment, lors de ses nombreux séjours. Et dès sa retraite à Albi, il continue d'acheter des ouvrages. Alors, comme il y a 20 000 volumes, je ne peux pas en parler uniquement pendant 3 minutes, vous l'avez compris. Il continue d'acheter des ouvrages sur des sujets très divers, des traités, des récits de voyage, des écrits de philosophes. Il possède de nombreux ouvrages de littérature étrangère, française. Il possède l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Il collectionne les ouvrages classiques, grecs, latins, des romans de chevalerie, des poésies en provençal, en languedocien et gascon, des ouvrages rares, des incunables. Il se consacre entièrement à des travaux littéraires. C'est un érudit copiste. Sa formation chez les jésuites lui a permis d'avoir une grande culture littéraire et une profonde connaissance des langues romanes. Il recopie de nombreux ouvrages, de l'Antiquité jusqu'au début du XIXe siècle. C'est un énorme travail de scribe. Il recopie des manuscrits qu'il a pu se procurer grâce à l'aide des relations qu'il a eues au cours de sa carrière, de sa vie à Paris. Il recopie des poésies, des musiques, des chansons burlesques, des chansons politiques. De plus, il ne faut pas oublier que c'est un polyglotte. J'ai déjà parlé qu'il parlait couramment l'anglais. Il parle couramment l'italien, l'espagnol. Il a amassé de nombreux dictionnaires, des grammaires de nombreuses langues. Il a par exemple 800 ouvrages en anglais, 620 ouvrages en italien, 350 ouvrages en espagnol. Il a de nombreux livres en arabe, en persan, en turc. Et dans sa bibliothèque, alors, ici et là, d'autre côté, il y a 2 maximes qui sont à l'honneur. Les voilà. Sur la première maxime, il est écrit « Ici sont réunis l'agréable et l'utile » et sur l'autre « Sortez plus instruits et meilleurs ». Alors, je pensais que dans la mesure où elles étaient dans la bibliothèque, les 2 étaient de Rochegude. Après étude approfondie, la médiathèque me signale qu'il y en a une qui était dans la bibliothèque du cardinal de Bernis. Laquelle des 2, je n'ai pas cherché à savoir. Mais vous voyez que ces maximes montrent bien l'importance qu'a pour lui sa bibliothèque. C'est une source de liberté. Elle est utile, mais elle est aussi agréable. Il s'engage dans la préservation du patrimoine occitan. Et en particulier, ce qui l'intéresse, c'est les œuvres des troubadours. Il va publier en 1819 un recueil de poésie originale sur les troubadours. Le titre, c'est « Le Parnasse occitanien ». Et il publie un 2e livre qui est l'essai du glossaire occitanien. Et ce glossaire occitanien, c'est un lexique d'environ 13 000 entrées destiné à faciliter la compréhension des poésies médiévales. Et c'est grâce à lui notamment que l'on connaît les poésies d'un troubadour albigeois qui est né au Castelviel et dont le nom est Azemar Lunegre. Et si vous avez suivi l'actualité il y a quelques années, il y a un impasse du Castelviel qui a pris le nom d'Azemar. On n'a pas ajouté Lunegre. Azemar Lunegre, il était connu, pourquoi ? Parce qu'il était troubadour à la cour du roi d'Aragon, Pierre II. Et c'est là où il a publié. Et grâce à Rochegude, on connaît les textes, certains textes écrits par ce troubadour albigeois. Alors, il n'était pas noir, comme il était bronzé de peau, c'était l'époque où, vous le savez, on donnait des surnoms.
Mais c'est intéressant de voir le rôle qu'a pu jouer la Pérouse, notamment pour le baptême de cette impasse au niveau d'une impasse du Castelvien. Ces travaux sont reconnus dans le Midi et en juillet 1819, il est nommé maître ès jeux floraux. Ça veut dire que l'Académie des Jeux floraux de Toulouse le reconnaît comme membre associé. Alors, bien sûr que c'est une distinction qui l'honore et qui honore surtout son travail. Alors, dernière partie de sa vie, il va connaître de grandes émotions, d'intenses émotions pendant cette période-là. Alors tout d'abord, il va connaître un grand malheur. Ce grand malheur, c'est, vous savez, il n'a pas d'enfant. On ne parle pas d'épouse, on ne peut même pas parler de maîtresse, il n'a pas d'enfant. Mais par contre, il va adopter un membre de sa famille. Alors j'ai cherché. Parfois, on dit c'est son neveu. Parfois, c'est son cousin. À mon avis, c'est ni le cousin ni le neveu. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un membre de sa famille, puisque c'est de la famille dont descend son père, la famille de Saint-Juéry. Et il va adopter le 10 mars 1819 Emmanuel Pascal de Saint-Juéry. Ce Pascal de Saint-Juéry va devenir maire d'Albi, mais il va mourir. Et c'est un cataclysme pour Rochegude qui l'avait choisi comme légataire universel. Il décède en 1822. Alors, il n'a qu'une solution, choisir un autre délégataire, et il choisit la sœur d'Emmanuel, qui est Célestine. Célestine Pascal de Saint-Juéry, qui va devenir sa dame de compagnie et son héritière. Bon, première émotion, il perd son légataire. Bon, ça, c'est un coup très rude. Deuxième émotion, il va connaître une grande frayeur. Pourquoi? Alors, c'est lui qui le dit. Il dit « J'ai eu une désagréable visite ». Alors, c'est rocambolesque. Hein. Ça veut dire que il va subir un vol audacieux dans son hôtel dans la nuit du 13 au 14 mars 1826. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 4 personnes, à l'aide d'une échelle, arrivent à l'étage, forcent une fenêtre et rentrent dans l'hôtel. La porte de sa chambre, à Rochegude, est fermée. Ils forcent la chambre et il y en a un qui se jette sur lui. Il a peur que Rochegude alerte son petit personnel ou Célestine et il lui tient les mains. Et là, il va parler pendant longtemps avec son tortionnaire qui au départ comptait peut-être le tuer, mais il ne le tue pas. Et il parle avec lui pendant que les comparses vont chercher à voler dans les locaux et ils vont s'emparer de 2500 francs or en numéraire, ils vont fouiller autres et ils vont prendre aussi un sac de médailles alors qu'il y avait des objets plus précieux à voler, mais ils ne volent pas. Et les voleurs ne le blessent pas, ne le tuent pas, on est en pleine nuit, hein, et ils le laissent, ils s'en vont. Que fait Rochegude? Il s'endort. Et ce n'est que 2 heures après le départ des voleurs, lorsqu'il se réveille, qu'il appelle le personnel en lui disant qu'il a été cambriolé, mais qu'il n'a pas été martyrisé. Alors, ce que je viens de raconter, c'est dans le journal de Toulouse du 23 mars. Bon, on ne va pas lire tout ça, vous le comprenez, hein, mais une enquête est poussée et on trouve les auteurs de ce vol. Alors, ce sont des gens qui possèdent une auberge pas loin, dans la rue. Alors, la rue, certains connaissaient Francis Carrade, dans la rue qu'il habitait. Ils possédaient une taverne et ils ont été arrêtés, jugés, et il y en a une qui
qui n'a pas été condamnée, je crois que c'est la femme, mais il y en a 4 autres qui ont été condamnés aux travaux forcés, à des peines de travaux forcés. Donc là, pour lui, c'est un choc quand même d'être en pleine nuit agressé et volé. Le journal des cours et des tribunaux de 1827 relate le procès. Bon, je vous l'ai fait court, hein. Mais il va connaître aussi un grand plaisir en 1829. Alors, en 1826, le conseil municipal d'Albi vote une somme de 10 000 francs pour l'érection d'un monument en l'honneur de son condisciple La Pérouse. Le conseil général du Tarn va ajouter une somme de 3 000 francs et le roi autorise le projet, donc l'érection d'une statue en l'honneur de La Pérouse. La somme est insuffisante. Aussi, on décide de mettre en place une commission de souscription. Et c'est Rochegude qui accepte de présider cette commission en hommage à son ancien camarade. Il préside, on récupère de l'argent, on n'en a pas assez. Au départ, il était prévu que le socle sera en granit du Cidobre. On n'a pas l'argent, mais on fait un autre socle. Mais il ne connaîtra pas cette statue, compte tenu que c'est en 1853 que la statue sera érigée. Et lui, bien sûr, il est mort avant. Alors, Rochegude, ces 2 marins dont on parle, ils n'ont pas eu la même carrière. Ce qui est sûr, c'est que on sait qu'il y a eu des liens entre Rochegude et Éléonore, l'épouse de La Pérouse, et qu'il y avait même une grande amitié entre eux, et que pendant que son mari était sur les océans, Éléonore se faisait du souci. Alors, on sait maintenant qu'il est venu à Albi en janvier 1785, et peut-être qu'il est venu en août 84. Je suis en train de déchiffrer un texte, puisqu'on a une signature de La Pérouse. Alors qu'on a dit qu'il était venu avec Éléonore en 1783, et qu'il l'avait laissé, il était parti, parce qu'il fallait qu'il prépare le voyage. Mais comme il était marié depuis pas longtemps, et qu'il aimait son épouse, bon, il aimait plutôt la mer et la marine que son épouse, hein, puisqu'il l'a dit à son ministre, hein, et c'est pour ça qu'il l'a laissé se marier, mais là, on apprend quand même qu'il est venu en janvier 1785, et que peut-être en août 1795, il était là pour signer un sous-seing privé. Bon, ça c'est encore autre chose, c'est pas le sujet. Mais les rapports avec Éléonore, qui l'attendait, depuis 1785, elle était à Albi, et elle n'a pas de nouvelles. Et Albi, elle mène la vie qu'elle peut, et on sait qu'elle a eu des liens, au moins épistolaires, avec Rochegude. Et on a 2 lettres, alors, dont les sources, c'est Jacquelet, historienne louvecienne, puisque quand elle est partie d'Albi, Éléonore, elle a vécu dans la banlieue parisienne, à Louveciennes. Et là, dans l'extrait de la première lettre, on apprend « Je préfère quitter Albi pour Paris, je ne supporte plus les sarcasmes des Albigeois concernant notre tendre amitié. » Et quelques jours après, elle lui écrit à nouveau « Être soupçonné indignement est une peine trop sensible pour ne pas préférer dans ce moment d'être bien loin d'Albi. Il faut attendre que la rage des méchants se calme. Ô combien je suis indigné, mais n'en disons plus rien. Ils sont plus à prendre que nous. » Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu énormément de commérages, compte tenu que La Pérouse n'était pas mariée. Mais ces commérages sur une liaison éventuelle entre Éléonore et Rochegude, on pense que ce sont des ragots malsains, bien entendu. Mais on ne peut pas les arrêter. Et elle préfère quitter Albi, compte tenu qu'elle n'a plus de nouvelles de son mari, et elle part pour Louveciennes. Alors, on en est carrément à la dernière partie.
sur son décès et son héritage. Rochegude décède le 16 mars 1834 à l'âge de 93 ans. Et la veille de sa mort, l'archevêque, qui s'appelle Monseigneur de Goualy, petit détail intéressant, sa tombe se trouve à côté de la tombe présumée de Rochegude. Hein. Mais ça, c'est un autre sujet, on va en parler. Et la veille de sa mort, l'archevêque, Monseigneur de Goualy, va le voir et lui demande de se confesser pour avoir une âme pure, pour aller au paradis. Rochegude l'écoute. Alors ça dure plusieurs heures. Hein. Et finalement, Rochegude lui dit, venez demain, on verra. Et il refuse de recevoir les derniers sacrements. On sait qu'il meurt donc, et les funérailles ont été grandioses. Et on le sait, pourquoi ? Parce qu'on a un témoignage, alors intéressant, puisque c'est Eugénie de Guérin, la célèbre poétesse, la sœur de Maurice, qui a vécu au Cayla, château du Cayla, pas loin de Gaillac, qui a écrit à son amie, Eugénie de Guérin, poétesse occitane, elle vivait toujours dans la zone Gaillac, Albi, etc. Et elle est simplement allée à Paris pour le mariage de son frère Maurice. Mais elle avait une amie qui est Mademoiselle de Beyne, dont je vous ai mis le texte de la lettre. Alors, j'entends sonner les cloches, le tambour, le canon, tout s'ébranle pour un mort et sa pauvre âme. Mon Dieu, son âme, il est mort sans se confesser, ou du moins 10 ans à demain. C'est ce vieux monsieur de Rochegude qui vient de quitter ce monde. L'archevêque passa une partie de la nuit à l'exhorter. Le malade l'écoutait et s'en est allé en l'écoutant. On n'a pas eu le temps de lui donner l'extrême-onction. Je vais voir passer le cortège. Après-midi, j'ai passé 2 heures à voir passer et repasser le cortège. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue en fait de mort. La troupe, la garde nationale, musique, tambour, chant d'église marchaient au milieu d'un monde de curieux. Tous les yeux étaient ouverts sur ce cercueil pour regarder, non pas pleurer, car on disait qu'il avait assez vécu. Le peuple se fâchait presque de voir la croix accompagner le mort incrédule. Aquel connaissio pas nostre Signe. Celui-ci ne connaissait pas notre Seigneur. C'est parce qu'il était riche qu'on lui ouvre l'église, et si c'était un de nous, un pauvre homme, en terre avec 2 huissiers. Voilà ce qu'écrit Eugénie de Guérin. Alors, elle résume tout. Il a de l'argent, il laisse un testament, on va le voir. L'archevêque était là, il n'a pas voulu. Il y a eu des grands cortèges, on a ressorti le bas et l'arrière-ban, ça a duré des heures. Alors, il va être enterré selon ses vœux, dans le cimetière de l'hôpital, sous une simple dalle. Alors, avec Francis Carrade, on a cherché, et il n'y a qu'une seule sépulture, où il n'y a qu'une simple dalle, où il n'y a aucune inscription. Mais il ne vous a pas échappé qu'il reste encore un décor, ici, là. Alors, je suis un décor, là. Alors, je pense que vous voyez quand même, hein. Donc, il y a un décor intéressant. Et, il voulait être enterré au milieu des pauvres, hein. Et le cimetière de l'hôpital, il y avait, l'hospice à côté, et en même temps, il était bienfaiteur de cet hôpital. Eh bien, quand on repasse ce décor, voilà ce qu'on a. Bon, c'est plus clair, hein. Mais si vous y alliez, vous ne verrez pas ça, hein. Parce que ça s'abîme, c'est du grès de sable. Heureusement, Francis Carrade a fait mettre des briques pour le protéger. Mais quand il pleut beaucoup, ça ravine.
Et là, alors, bon, j'ai étudié la chose, il s'agit d'un symbole maçonnique. Il était franc-maçon, mais c'est un symbole maçonnique particulier dans la mesure où il ne devait être reconnu que par les francs-maçons, pas par les autres. C'est une hypothèse, hein? C'est la tombe supposée. Il y en a qui ont dit la tombe, elle se trouve à l'endroit où Célestine est enterrée. Bon, nous, avec Francis Card, on n'est pas d'accord. On pense que c'est là. Dessous, sous la stèle, il n'y a rien, hein, sûrement. Hein. Puisque quand les stèles ont été déplacées, on le voyait, on ne retrouvait rien du tout. Hein. Tout a disparu. Mais, vous voyez, on a un décor, et là, il y a une interprétation, mais ce n'est pas l'objet de la conférence d'insister dessus. Donc, c'est un symbole maçonnique discret. Son testament, il l'a rédigé le 10 août 1826. Il y a 2 codicilles qui ont été ajoutés, l'un en 1832 et l'autre en 1833. Et ça a été enregistré chez Maître Castagnier, notaire à Albi. Et ceux qui le... Alors, vous avez là un extrait, hein, dépôt du testament mystique, etc. Vous avez là un peu plus de détails, et je vais vous présenter davantage cette partie-là, où là, on retrouve ce que je viens de dire à nouveau. Vous voyez? Et là, on le voit, il laisse à la commune d'Albi l'anti-enclos qui est contigu, devant le dit hôtel, sa bibliothèque telle qu'elle se trouvera au décès de la comtesse de Saint-Juéry, et l'usufruit des meubles, des immeubles, etc., détaillés dans l'état. Tous les droits de mutation, d'enregistrement, légués à la dite comtesse de Saint-Juéry, sont à la charge de la commune. Ils donnent tout, mais s'il y a des frais, c'est la commune qui paye. Alors, ça c'est un peu ce que je viens de vous dire. Ce qu'il lègue à la ville, eh bien la ville ne le récupérera uniquement au décès de la chanoinesse. Donc, Célestine de Pascal de Saint-Juéry. Et elle décède en 1885. Et à ce moment-là, toute la bibliothèque et autres va revenir à la ville. Et il va aussi donner une métairie. Alors, il avait une métairie qui se trouve ici, à Masgrand. La métairie de Masgrand, c'est sur la commune de Saint-Cernin-les-Maillocs. Et il donne cette métairie à l'hospice, donc pour les pauvres. Et il donne aussi une somme d'argent importante pour l'entretien d'un bibliothécaire. Et il est dit aussi que sa bibliothèque doit rester dans son hôtel. Bon, elle a changé aujourd'hui. On n'a pas respecté sa volonté, mais vous comprenez que depuis plus de 150 ans, les conditions de restauration, d'entretien, de température, d'humidité, ça ne convenait plus. C'est pour ça que ça a été changé, mais on a respecté et on a enrichi cette bibliothèque. Alors, un buste a été érigé à la mémoire de Rochegude. Et il a été érigé dans le parc, bien sûr, par souscription publique en 1886. Et c'est Gabriel Pêche qui l'a réalisé. Donc vous l'avez ici. Alors, celui que vous avez aujourd'hui, c'est pas le bon. Puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont pris le buste et l'ont fondu. On en a mis un autre, mais qui est la copie conforme. Conclusion générale. L'amiral Rochegude, moins connu que son ami La Pérouse, vous avez vu que c'était un marin important. C'est un homme de science, de culture, de conviction. Sa carrière présente de nombreuses facettes, on y a insisté, et sa carrière politique a été intéressante. Marin, érudit, il a su transmettre sa passion et préserver le patrimoine littéraire occitan.
c'est un érudit modeste et généreux pour les humbles, un bienfaiteur de la cité et un homme de principe. C'est une personnalité qui gagne à être connue et nous devons en perpétuer la mémoire. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Merci de votre attention. Alors, c'est le temps des questions maintenant, parce que je pense qu'il doit y avoir des questions. Alors moi j'en ai une pour commencer. Quand il arrête la marine et qu'il fait de la politique, on voit qu'il écrit qu'il est, je ne sais pas si on peut dire qu'il est royaliste, en tout cas il est au moins loyal au roi. Comment est-ce qu'il écrit, comment il vit ce cas de conscience quand même, de continuer à faire de la politique après le 21 janvier 1993? Non, mais normalement, c'est un noble libéral. Dans la société d'Ancien Régime, on a les privilégiés, ceux qui sont bien nés, et on a les autres. Ceux qui sont mal nés, c'est plus de 98% de la population. Donc lui, il est bien conscient des inégalités sociales, et c'est quelqu'un qui est partisan des réformes. Compte tenu partout où il a voyagé, il a étudié l'état de la société. Donc cette crise financière ne peut se régler que par des réformes. Et il y a eu beaucoup de nobles, soit ils sont partis, ils ont fui le régime, et on les retrouve à Trèves et à Mayence dans l'Allemagne aujourd'hui. Ça a été le cas de M. de Boyer, celui qui possédait l'hôtel de Boyer, c'est-à-dire la préfecture actuelle, notamment l'hôtel qui donne sur les jardins. Mais il y en a d'autres qui ont voulu servir le régime. Il estimait que le fait de naître noble ne permettait pas d'obtenir tout, et qu'il fallait prouver sa valeur, et c'est ce qu'il a essayé de faire. Pour lui, c'est pas antinomique, ça. Des questions? Moi, j'ai une question. Jean-Pierre, moi, je t'attendais. Oui, je t'attendais. Je sais que la Pérouse, quand il a été affecté à l'île de France, il est aussi allé au comptoir de l'Inde. Et il a défendu en particulier les colons de Mahé. Et tout ce qu'il a pu prendre aux Anglais là, on lui a donné. Et c'est ce qui a fait sa fortune. Et je pense que c'est avec cet argent-là qu'il a pu acheter la maison à Éléonore. Oui, alors là, c'est aussi autre chose. Donc, il a combattu les pirates. Il a combattu les pirates et il a obtenu une part des gains. Ces pirates, c'est ça. Non, mais Jean-Pierre, c'est pas celle-là la question que tu as posée. J'ai dit qu'il était devenu député de la Somme. Alors, tu n'as pas suivi. Alors là, c'est un peu particulier. J'explique pour tout le monde, parce qu'on est au niveau de la Convention. Donc, j'ai dit que c'était la Chambre des députés, le Conseil des 500. On a élu uniquement 394 parlementaires. Ça veut dire que les 2/3 des députés ont été élus. Les 105 autres ont été élus par leurs collègues réunis en Assemblée électorale de France. Donc, vous savez, on a établi une liste de personnalités. Et les députés qui avaient été élus, les 2/3, ont choisi dans cette liste le complément de députés qui allaient siéger. Bon, moi, je m'attendais à ce que tu poses la question, puisqu'auparavant, il était député du Tarn. Un tour pour rien. Vous n'avez plus de questions? Alors je pense qu'on vous libère. On vous remercie beaucoup. Merci.